Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis les chapitres 21 et 22 du roman Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 21, où le patron de la Tankardère risque fort de perdre une prime de 200 livres. C'était une aventureuse expédition que cette navigation de 800 milles sur une embarcation de 20 tonneaux, et surtout à cette époque de l'année. Elles sont généralement mauvaises, ces mers de la Chine, exposées à des coups de vent terribles, principalement pendant les équinoxes, et on était encore au premier jour de novembre. C'eût été, bien évidemment, l'avantage du pilote de conduire ses passagers jusqu'à Yokohama, puisqu'il était payé tant par jour. Mais son imprudence aurait été grande de tenter une telle traversée dans ces conditions, et c'était déjà faire acte d'audace, sinon de témérité, que de remonter jusqu'à Shanghai. Mais John Busby avait confiance en sa Tankardère, qui s'élevait à la lame comme une mauve, et peut-être n'avait-il pas tort. Pendant les dernières heures de cette journée, la Tankardère navigua dans les passes capricieuses de Hong Kong, et sous toutes les allures, au plus près ou vent arrière, elle se comporta admirablement. « Je n'ai pas besoin, pilote, dit Phileas Fogg au moment où la goélette donnait en pleine mer, de vous recommander toute la diligence possible. »« Que votre honneur s'en rapporte à moi, répondit John Busby. En fait de voile, nous portons tout ce que le vent permet de porter. Nos flèches n'y ajouteraient rien et ne serviraient qu'à assommer l'embarcation en nuisant à sa marche. C'est votre métier et non le mien, pilote, et je me fie à vous. Phileas Fogg, le corps droit, les jambes écartées d'aplomb, comme un marin, regardait sans broncher la mer houleuse. La jeune femme, assise à l'arrière, se sentait émue en contemplant cet océan, assombri déjà par le crépuscule qu'elle bravait sur une frêle embarcation. Au-dessus de sa tête se déployaient les voiles blanches qui l'emportaient dans l'espace comme de grandes ailes. La goélette, soulevée par le vent, semblait voler dans l'air. La nuit vint, la lune entrait dans son premier quartier et son insuffisante lumière devait s'éteindre bientôt dans les brumes de l'horizon. Des nuages chassaient de l'est et envahissaient déjà une partie du ciel. Le pilote avait disposé ses feux de position, précaution indispensable à prendre dans ces mers très fréquentées aux approches des atterrages. Les rencontres de navires n'y étaient pas rares, et, avec la vitesse dont elle était animée, la goélette se fût brisée au moindre choc. Fix rêvait à l'avant de l'embarcation. Il se tenait à l'écart, sachant Fogg d'un naturel peu causeur. D'ailleurs, il lui répugnait de parler à cet homme dont il acceptait les services. Il songeait aussi à l'avenir. Cela lui paraissait certain que le sieur Fogg ne s'arrêterait pas à Yokohama, qu'il prendrait immédiatement le paquebot de San Francisco afin d'atteindre l'Amérique, dont la vaste étendue lui assurerait l'impunité avec la sécurité. Le plan de Phileas Fogg lui semblait on ne peut plus simple. Au lieu de s'embarquer en Angleterre pour les États-Unis, comme un coquin vulgaire, ce Fogg avait fait le grand tour et traversé les 3/4 du globe afin de gagner plus sûrement le continent américain, où il mangerait tranquillement le million de la banque après avoir dépisté la police. Mais, une fois sur la terre de l'Union, que ferait Fix? Abandonnerait-il cet homme? Non, 100 fois non, et jusqu'à ce qu'il eût obtenu un acte d'extradition, il ne le quitterait pas d'une semelle. C'était son devoir, et il l'accomplirait jusqu'au bout. En tout cas, une circonstance heureuse s'était produite. Passepartout n'était plus auprès de son maître, et surtout, après les confidences de Fix, il était important que le maître et le serviteur ne se revissent jamais. Phileas Fogg, lui, n'était pas non plus sans songer à son domestique, si singulièrement disparu. Toute réflexion faite, il ne lui sembla pas impossible que par suite d'un malentendu, le pauvre garçon ne se fût embarqué sur le Carnatic au dernier moment. C'était aussi l'opinion de mademoiselle Aouda, qui regrettait profondément cet honnête serviteur auquel elle devait tant. Il pouvait donc se faire qu'on le retrouvât à Yokohama, et, si le Carnatic l'y avait transporté, il serait aisé de le savoir. Vers 10 heures, la brise vint à fraîchir. Peut-être eût-il été prudent de prendre un risque, mais le pilote, après avoir soigneusement observé l'état du ciel, laissa la voilure telle qu'elle était établie. D'ailleurs, la Tankardère portait admirablement la toile, ayant un grand tirant d'eau, et tout était paré à emmener rapidement en cas de grain. À minuit, Phileas Fogg et mademoiselle Aouda descendirent dans la cabine. Fix les y avait précédés et s'était étendu sur l'un des cadres. Quant au pilote et à ses hommes, ils demeurèrent toute la nuit sur le pont. Le lendemain, 8 novembre, au lever du soleil, la goélette avait fait plus de 100 milles. Le log, souvent jeté, indiquait que la moyenne de sa vitesse était entre 8 et 9 milles. La Tankardère avait du largue dans ses voilures qui portaient toutes, et elles obtenaient, sous cette allure, son maximum de rapidité.
Si le vent tenait dans ces conditions, les chances étaient pour elle. La Tankardère, pendant toute cette journée, ne s'éloigna pas sensiblement de la côte, dont les courants lui étaient favorables. Elle l'avait à 5 milles au plus par sa hanche de bâbord, et cette côte, irrégulièrement profilée, apparaissait parfois à travers quelques éclaircies. Le vent venant de terre, la mer était moins forte par là même. Circonstance heureuse pour la goélette, car les embarcations d'un petit tonnage souffrent surtout de la houle qui rompt leur vitesse, qui les tue, pour employer l'expression maritime. Vers midi, la brise mollit un peu et alla le sud-est. Le pilote fit établir les flèches, mais au bout de 2 heures, il fallut les amener, car le vent fraîchissait à nouveau. M. Fogg et la jeune femme, fort heureusement réfractaires au mal de mer, mangèrent avec appétit les conserves et le biscuit du bord. Fix fut invité à partager leur repas et dut accepter, sachant bien qu'il est aussi nécessaire de lester les estomacs que les bateaux. Mais cela le vexait. Voyager aux frais de cet homme, se nourrir de ses propres vivres, il trouvait à cela quelque chose de peu loyal. Il mangea cependant, sur le pouce il est vrai, mais enfin il mangea. Toutefois, ce repas terminé, il crut devoir prendre le sieur Fogg à part, et il lui dit « Monsieur ». Ce monsieur lui écorchait les lèvres, et il se retenait pour ne pas mettre la main au collet de ce monsieur. « Monsieur, vous avez été fort obligeant en m'offrant passage à votre bord, mais bien que mes ressources ne me permettent pas d'agir aussi largement que vous, j'entends payer ma part. »« Ne parlons pas de cela, monsieur, » répondit M. Fogg. « Mais si, je tiens. »« Non, monsieur, » répéta Fogg d'un ton qui n'admettait pas la réplique. « Cela entre dans les frais généraux. » Fix s'inclina. Il étouffait. Et, allant s'étendre sur l'avant de la goélette, il ne dit plus un mot de la journée. Cependant, on filait rapidement. John Busby avait bon espoir. Plusieurs fois, il dit à M. Fogg qu'on arriverait en temps voulu à Shanghai. M. Fogg répondit simplement qu'il y comptait. D'ailleurs, tout l'équipage de la petite goélette y mettait du zèle. La prime affriolait ces braves gens. Aussi, pas une écoute qui ne fût consciencieusement raidie, pas une voile qui ne fût vigoureusement étarquée, pas une embarcation que l'on pût reprocher à l'homme de barre. On n'eût pas manœuvré plus sévèrement dans une régate du Royal Yacht Club. Le soir, le pilote avait relevé au loch un parcours de 220 milles depuis Hong Kong, et Phileas Fogg pouvait espérer qu'en arrivant à Yokohama, il n'aurait aucun retard à inscrire à son programme. Ainsi donc, le premier contretemps sérieux qu'il eût éprouvé depuis son départ de Londres ne lui causerait probablement aucun préjudice. Pendant la nuit, vers les premières heures du matin, la Tankardère entrait franchement dans le détroit de Phu Quai, qui sépare la grande île Formos de la côte chinoise, et elle coupait le tropique du Cancer. La mer était très dure dans ce détroit, plein de remous formés par les contre-courants. La goélette fatigua beaucoup. Les larmes courtes brisaient sa marche. Il devint très difficile de se tenir debout sur le pont. Avec le lever du jour, le vent fraîchit encore. Il y avait dans le ciel l'apparence d'un coup de vent. Du reste, le baromètre annonçait un changement prochain de l'atmosphère. Sa marche diurne était irrégulière et le mercure oscillait capricieusement. On voyait aussi la mer se soulever vers le sud-est en longue houle qui sentait la tempête. La veille, le soleil était couché dans une brume rouge, au milieu des scintillements phosphorescents de l'océan. Le pilote examina longtemps ce mauvais aspect du ciel et murmura entre ses dents des choses peu intelligibles. À un certain moment, se trouvant près de son passager, « On peut tout dire à votre honneur ?» dit-il à voix basse. « Tout !» répondit Phileas Fogg. « Eh bien, nous allons avoir un coup de vent. »« Viendra-t-il du nord ou du sud ?» demanda simplement M. Fogg. « Du sud. Voyez, c'est un typhon qui se prépare. »« Va pour le typhon du sud, puisqu'il nous poussera du bon côté, » répondit M. Fogg. « Si vous le prenez comme cela, » répliqua le pilote, « je n'ai plus rien à dire. » Les pressentiments de John Busby ne le trompaient pas. À une époque moins avancée de l'année, le typhon, suivant l'expression d'un célèbre météorologiste, se fut écoulé comme une cascade lumineuse de flammes électriques, mais en équinoxe d'hiver, il était à craindre qu'il se déchaînât avec violence. Le pilote prit ses précautions par avance. Il fit serrer toutes les voiles de la goélette et amener les vergues sur le pont. Les mâts de flèche furent dépassés. On rentra le bout dehors. Les panneaux furent condamnés avec soin. Pas une goutte d'eau ne pouvait, dès lors, pénétrer dans la coque de l'embarcation. Une seule voile triangulaire, un tourmentin de forte toile, fut hissée en guise de trinquette, de manière à maintenir la goélette vent arrière. Et on attendit. John Busby avait engagé ses passagers à descendre dans la cabine, mais dans un étroit espace, à peu près privé d'air, et par les secousses de la houle, cet emprisonnement n'avait rien d'agréable. Ni M. Fogg, ni Mlle Aouda, ni Fix lui-même ne consentirent à quitter le pont.
Vers 8 heures, la bourrasque de pluie et de rafales tomba à bord. Rien qu'avec un petit morceau de toile, la Tankardère fut enlevée comme une plume par ce vent, dont on ne saurait donner une idée exacte quand il souffle en tempête. Comparer sa vitesse à la quadruple vitesse d'une locomotive lancée à toute vapeur, ce serait rester en dessous de la vérité. Pendant toute la journée, l'embarcation courut ainsi vers le nord, emportée par des lames monstrueuses, en conservant heureusement une rapidité égale à la leur. 20 fois elle faillit être coiffée par une de ces montagnes d'eau qui se dressaient à l'arrière. Mais un adroit coup de barre, donné par le pilote, parait la catastrophe. Les passagers étaient quelquefois couverts en grand par les embruns qu'ils recevaient philosophiquement. Fix maugréait sans doute, mais l'intrépide Aouda, les yeux fixés sur son compagnon, dont elle ne pouvait qu'admirer le sang-froid, se montrait digne de lui et bravait la tourmente à ses côtés. Quant à Phileas Fogg, il semblait que ce typhon fît partie de son programme. Jusqu'alors, la Tankardère avait toujours fait route au nord. Mais vers le soir, comme on pouvait le craindre, le vent, tournant de 3/4, alla le nord-ouest. La goélette, prêtant alors le flanc à la lame, fut effroyablement secouée. La mer la frappait avec une violence bien faite pour effrayer, quand on ne sait pas avec quelle solidité toutes les parties d'un bâtiment sont reliées entre elles. Avec la nuit, la tempête s'accentua encore. En voyant l'obscurité se faire et, avec l'obscurité, s'accroître la tourmente, John Busby ressentit de vives inquiétudes. Il se demanda s'il ne serait pas temps de relâcher, et il consulta son équipage. Ses hommes consultés, John Busby s'approcha de M. Fogg et lui dit « Je crois, votre honneur, que nous ferions bien de gagner un des ports de la côte. »« Je le crois aussi, » répondit Phileas Fogg. « Ah » fit le pilote. « Mais lequel ?»« Je n'en connais qu'un, » répondit tranquillement M. Fogg. « Et c'est Shanghai ?» Cette réponse, le pilote fut d'abord quelques instants sans comprendre ce qu'elle signifiait et ce qu'elle renfermait d'obstination et de ténacité. Puis il s'écria « Eh bien oui, votre honneur a raison, à Shanghai !» Et la direction de la Tankardère fut imperturbablement maintenue vers le nord. Nuit vraiment terrible. Ce fut un miracle si la petite goélette ne chavira pas. 2 fois elle fut engagée et tout aurait été enlevé à bord si les saisines eussent manqué. Mademoiselle Aouda était brisée, mais elle ne fit pas entendre une plainte. Plus d'une fois, M. Fogg dut se précipiter vers elle pour la protéger contre la violence des lames. Le jour reparut. La tempête se déchaîna encore avec une extrême fureur. Toutefois, le vent retomba dans le sud-est. C'était une modification favorable et la Tankardère fit de nouveau route sur cette mer démontée quand les lames se heurtaient alors à celles que provoquait le nouvel air du vent. De là, un choc de contre-houle qui eût écrasé une embarcation moins solidement construite. De temps en temps, on apercevait la côte à travers les brumes déchirées, mais pas un navire en vue. La Tankardère était seule à tenir la mer. À midi, il y eut quelques symptômes d'accalmie qui, avec l'abaissement du soleil sur l'horizon, se prononcèrent plus nettement. Le peu de durée de la tempête tenait à sa violence même. Les passagers absolument brisés purent manger un peu et prendre quelques repos. Le navire fut relativement paisible. Le pilote fit rétablir ses voiles au bâris. La vitesse de l'embarcation fut considérable. Le lendemain, 11, au lever du jour, reconnaissance faite de la côte, John Busby put affirmer qu'on n'était pas à 100 milles de Shanghai. 100 milles. Il ne restait plus que cette journée pour les faire. C'était le soir même que M. Fogg devait arriver à Shanghai, s'il ne voulait pas manquer le départ du paquebot de Yokohama. Sans cette tempête, pendant laquelle ils perdirent plusieurs heures, il n'eût pas été en ce moment à 30 milles du port. La brise mollissait sensiblement, mais heureusement la mer tombait avec elle. La goélette se couvrit de toile. Flèches, voiles d'été, contre-foc, tout portait et la mer écumait sous l'étrave. À midi, la Tankardère n'était pas à plus de 45 milles de Shanghai. Il lui restait 6 heures encore pour gagner ce port avant le départ du paquebot de Yokohama. Les craintes furent vives à bord. On voulait arriver à tout prix. Tous, Phileas Fogg excepté sans doute, sentaient leur cœur battre d'impatience. Il fallait que la petite goélette se maintînt dans une moyenne de 9 milles à l'heure et le vent mollissait toujours. C'était une brise irrégulière, des bouffées capricieuses venant de la côte. Elle passait et la mer se déridait aussitôt après leur passage. Cependant, l'embarcation était si légère, ses voiles hautes d'un fin tissu ramassaient si bien les folles brises que le courant aidant, à 6 heures, John Busby ne comptait plus que 10 milles jusqu'à la rivière de Shanghai. Car la ville elle-même était située à une distance de 12 milles au moins au-dessus de l'embouchure. À 7 heures, on était encore à 3 milles de Shanghai. Un formidable juron s'échappa des lèvres du pilote. La prime de 200 livres allait évidemment lui échapper.
Il regarda Mr. Fogg. Mr. Fogg était impassible, et cependant sa fortune entière se jouait à ce moment. À ce moment aussi, un long fuseau noir, couronné d'un panache de fumée, apparut au ras de l'eau. C'était le paquebot américain qui sortait à l'heure réglementaire. « Malédiction !» s'écria John Busby qui repoussa la barre d'un bras désespéré. « Des signaux !» dit simplement Phileas Fogg. Un petit canon de bronze s'allongeait à l'avant de la tankardère. Il servait à faire des signaux par les temps de brume. Le canon fut chargé jusqu'à la gueule, mais au moment où le pilote allait appliquer un charbon ardent sur la lumière, « Le pavillon en berne !» dit M. Fogg. Le pavillon fut emmené à mi-mât. C'était un signal de détresse, et l'on pouvait espérer que le paquebot américain, l'apercevant, modifierait un instant sa route pour rallier l'embarcation. « Feu !» dit M. Fogg, et la détonation du petit canon de bronze éclata dans l'air. Chapitre 22, où Passepartout voit bien que, même aux antipodes, il est prudent d'avoir quelque argent dans sa poche. Le Carnatic ayant quitté Hong Kong le 7 novembre à 6h30 du soir, se dirigeait à toute vapeur vers les terres du Japon. Il emportait un plein chargement de marchandises et de passagers. 2 cabines de l'arrière restaient inoccupées. C'était celle qui avait été retenue sur le compte de M. Phileas Fogg. Le lendemain matin, les hommes de l'avant pouvaient voir, non sans quelque surprise, un passager, l'œil à demi hébété, la démarche branlante, la tête ébouriffée, qui sortait du capot des secondes et venait en titubant s'asseoir sur un drum. Ce passager, c'était Passepartout en personne. Voici ce qui était arrivé. Quelques instants après que Fix eut quitté la tabagie, 2 garçons avaient enlevé Passepartout profondément endormi et l'avaient couché sur le lit réservé aux fumeurs. Mais 3 heures plus tard, Passepartout, poursuivi jusque dans ses cauchemars par une idée fixe, se réveillait et luttait contre l'action stupéfiante du narcotique. La pensée du devoir non accompli secouait sa torpeur. Il quittait ce lit d'ivrogne et, trébuchant, s'appuyant aux murailles, tombant et se relevant, mais toujours et irrésistiblement poussé par une sorte d'instinct, il sortait de la tabagie, criant comme dans un rêve. « Le Carnatic ! Le Carnatic !» Le paquebot était là, fumant, prêt à partir. Passepartout n'avait que quelques pas à faire. Il s'élança sur le pont volant, il franchit la coupée et tomba inanimé à l'avant, au moment où le Carnatic larguait ses amarres. Quelques matelots, en gens habitués à ces sortes de scènes, descendirent le pauvre garçon dans une cabine des secondes, et Passepartout ne se réveilla que le lendemain matin, à 150 milles des terres de la Chine. Voilà donc pourquoi, ce matin-là, Passepartout se trouvait sur le pont du Carnatic et venait humer à pleine gorgée les fraîches brises de la mer. Cet air pur le dégrisa. Il commença à rassembler ses idées et n'y parvint pas sans peine. Mais, enfin, il se rappela les scènes de la veille, les confidences de Fix, la tabagie, etc. « Il est évident, se dit-il, que j'ai été abominablement grisé. Que va dire M. Fogg? En tout cas, je n'ai pas manqué le bateau, et c'est le principal. » Puis songeant à Fix. « Pour celui-là, se dit-il, j'espère bien que nous en sommes débarrassés et qu'il n'a pas osé, après ce qu'il m'a proposé, nous suivre sur le Carnatic. Un inspecteur de police, un détective aux trousses de mon maître, accusé de ce vol commis à la Banque d'Angleterre. Allons donc. Monsieur Fogg est un voleur, comme je suis un assassin. » Passepartout devait-il raconter ces choses à son maître? Convenait-il de lui apprendre le rôle joué par Fix dans cette affaire? Ne ferait-il pas mieux d'attendre son arrivée à Londres pour lui dire qu'un agent de la police métropolitaine l'avait filé autour du monde et pour en rire avec lui? Oui, sans doute. En tout cas, question à examiner. Le plus pressé, c'était de rejoindre M. Fogg et de lui faire agréer ses excuses pour cette inqualifiable conduite. Passepartout se leva donc. La mer était houleuse et le paquebot roulait fortement. Le digne garçon, aux jambes peu solides encore, gagna tant bien que mal l'arrière du navire. Sur le pont, il ne vit personne qui ressemblât ni à son maître, ni à Mademoiselle Aouda. « Bon, fit-il, Mademoiselle Aouda est encore couchée à cette heure. Quant à M. Fogg, il aura trouvé quelques joueurs de whist, et, suivant son habitude... » Ce disant, Passepartout descendit au salon. M. Fogg n'y était pas. Passepartout n'avait qu'une chose à faire, c'était de demander au purser quelle cabine occupait M. Fogg. Le purser lui répondit qu'il ne connaissait aucun passager de ce nom. « Pardonnez-moi, dit Passepartout en insistant. Il s'agit d'un gentleman grand, froid, peu communicatif, accompagné d'une jeune dame. »« Nous n'avons pas de jeune dame à bord, répondit le purser. Au surplus, voici la liste des passagers. Vous pouvez la consulter. Passepartout consulta la liste. Le nom de son maître n'y figurait pas, et il eut comme un éblouissement. Puis une idée lui traversa le cerveau. « Ah ça,
Je suis bien sur le Carnatic, s'écria-t-il. Oh oui, répondit le purser. En route pour Yokohama? Parfaitement. Passepartout avait eu un instant cette crainte de s'être trompé de navire. Mais s'il était sur le Carnatic, il était certain que son maître ne s'y trouvait pas. Passepartout se laissa tomber sur un fauteuil. C'était un coup de foudre, et soudain, la lumière se fit en lui. Il se rappela que l'heure du départ du Carnatic avait été avancée, qu'il devait prévenir son maître et qu'il ne l'avait pas fait. C'était donc sa faute si M. Fogg et Mlle Aouda avaient manqué ce départ. Sa faute, oui, mais plus encore, celle du traître qui, pour les séparer de son maître, pour retenir celui-ci à Hong Kong, l'avait enivré. Car il comprit enfin la manœuvre de l'inspecteur de police. Et maintenant, M. Fogg à coup sûr, ruiné, son pari perdu, arrêté, emprisonné peut-être. Passepartout, à cette pensée, s'arracha les cheveux. Ah, si jamais Fix lui tombait sous la main, quel règlement de compte! Enfin, après le premier moment d'accablement, Passepartout reprit son sang-froid et étudia la situation. Elle était peu enviable. Le Français se trouvait en route pour le Japon, certain d'y arriver. Comment reviendrait-il? Il avait la poche vide. Pas un shilling, pas un penny. Toutefois, son passage et sa nourriture à bord avaient été payés d'avance. Il avait donc 5 ou 6 jours devant lui pour prendre un parti. S'il mangea et but pendant cette traversée, cela ne saurait se décrire. Il mangea pour son maître, pour Mlle Aouda et pour lui-même. Il mangea comme si le Japon, où il allait aborder, eût été un pays désert, dépourvu de toute substance comestible. Le 13, à la marée du matin, le Carnatic entrait dans le port de Yokohama. Ce point est un relâchement important du Pacifique où font escale tous les steamers employés au service de la poste et des voyageurs entre l'Amérique du Nord, la Chine, le Japon et les îles de la Malaisie. Yokohama est situé dans la baie de Yedo, à peu de distance de cette immense ville, seconde capitale de l'Empire japonais, autrefois résidence du Taïkun, du temps que cet empereur civil existait, et rival de Maeko, la grande cité qu'habite le Mikado, empereur ecclésiastique, descendant des dieux. Le Carnatic vint se ranger au quai de Yokohama, près des jetées du port et des magasins de la douane, au milieu de nombreux navires appartenant à toutes les nations. Passepartout mit le pied, sans aucun enthousiasme, sur cette terre si curieuse des fils du soleil. Il n'avait rien de mieux à faire que de prendre le hasard pour guide et d'aller à l'aventure par les rues de la ville. Passepartout se trouva d'abord dans une cité absolument européenne, avec des maisons à basse façade ornées de vérandas, sous lesquelles se développaient d'élégants péristyles, et qui couvraient de ses rues et de ses places, de ses docks, de ses entrepôts, tout l'espace compris depuis le promontoire du traité jusqu'à la rivière. Là, comme à Hong Kong, comme à Calcutta, fourmillait un pêle-mêle de gens de toute race, américains, anglais, chinois, hollandais, marchands prêts à tout vendre et à tout acheter, au milieu desquels le français se trouvait aussi étranger que s'il eût été jeté au pays des Hottentots. Passepartout avait bien une ressource, c'était de se recommander près des agents consulaires français ou anglais établis à Yokohama. Mais il lui répugnait de raconter son histoire, si intimement mêlée à celle de son maître, et, avant d'en venir là, il voulait avoir épuisé toutes les autres chances. Donc, après avoir parcouru la partie européenne de la ville sans que le hasard lui en rien servît, il entra dans la partie japonaise, décidé, s'il le fallait, à pousser jusqu'à Yedo. Cette portion indigène de Yokohama est appelée Benten, du nom d'une déesse de la mer, adorée sur les îles voisines. Là se voyaient d'admirables allées de sapins et de cèdres, des portes sacrées d'une architecture étrange, des ponts enfouis au milieu de bambous et de roseaux, des temples abrités sous le couvert immense et mélancolique des cèdres séculaires, des bonzeries au fond desquelles végétaient les prêtres du bouddhisme et les sectateurs de la religion de Confucius, des rues interminables où l'on eût pu recueillir une moisson d'enfants au teint rose et aux joues rouges, petits bonhommes qu'on eût dit découpés dans quelques paravents indigènes, et qui se jouaient au milieu des caniches à jambes courtes et de chats jaunâtres sans queue, très paresseux et très caressants. Dans les rues, ce n'était que fourmillement, va-et-vient incessant, bonzes passant processionnellement en frappant leurs tambourins monotones, yakunin, officiers de douane ou de police, à chapeau pointu incrustés de laque et portant 2 sabres à leur ceinture, soldats vêtus de cotonnades bleues à raies blanches et armés de fusils à percussion, hommes d'armes du Mikado, ensachés de leurs pourpoints de soie, avec haubert et cotte de maille, et nombre d'autres militaires de toutes conditions, car au Japon, la profession de soldat est autant estimée qu'elle est dédaignée en Chine. Puis des frères quêteurs, des pèlerins en longue robe, de simples civils, chevelure lisse et d'un noir d'ébène, tête grosse, buste long, jambes grêles,
Taille peu élevée, teint coloré depuis les sombres nuances du cuivre jusqu'au blanc mat, mais jamais jaune comme celui des Chinois, dont les Japonais diffèrent essentiellement. Enfin, entre les voitures, les palanquins, les chevaux, les porteurs, les brouettes à voile, les norimons à parois de laque, les kangos moelleux, véritables litières en bambou, on voyait circuler, à petits pas de leurs petits pieds, chaussés de souliers de toile, de sandales de paille ou de socks en bois ouvragé, quelques femmes peu jolies, les yeux bridés, la poitrine déprimée, les dents noircies au goût du jour, mais portant avec élégance le vêtement national, le kirimon, sorte de robe de chambre croisée d'une écharpe de soie, dont la large ceinture s'épanouissait derrière en un nœud extravagant, que les modernes parisiennes semblent avoir emprunté aux japonaises. Passepartout se promena pendant quelques heures au milieu de la foule bigarrée, regardant aussi les curieuses opulentes boutiques, les bazars où s'entasse tout le clinquant de l'orfèvrerie japonaise, les restaurations, ornées de banderoles et de bannières, dans lesquelles il lui était interdit d'entrer, et ces maisons de thé où se boit à pleine tasse l'eau chaude odorante, avec le saki, liqueur tirée de riz en fermentation, et ces confortables tabagies où l'on fume d'un tabac très fin, et non l'opium, dont l'usage est à peu près inconnu au Japon. Puis Passepartout se trouva dans les champs, au milieu des immenses rizières. Là s'épanouissaient avec des fleurs qui jetaient leurs dernières couleurs et leurs derniers parfums, des camélias éclatants, portés non plus sur les arbrisseaux, mais sur des arbres et dans les enclos de bambou, des cerisiers, des pruniers, des pommiers que les indigènes cultivaient plutôt pour leurs fleurs que pour leurs fruits, et que des mannequins grimaçants, des tourniquets criards défendent contre le bec des moineaux, des pigeons, des corbeaux et autres volatiles voraces. Pas de cèdre majestueux qui n'abritât quelques grands aigles, pas de saule pleureur qui ne couvrît de son feuillage quelques hérons, mélancoliquement perchés sur une patte. Enfin, partout des corneilles, des canards, des éperviers, des oies sauvages et grand nombre de ces grues que les Japonais traitent de seigneuries et qui symbolisent pour eux la longévité et le bonheur. En errant ainsi, Passepartout aperçut quelques violettes entre les herbes. « Bon, dit-il, voilà mon souper. » Mais les ayant senties, il ne leur trouva aucun parfum. « Pas de chance, pensa-t-il. » Certes, l'honnête garçon avait, par prévision, aussi copieusement déjeuné qu'il avait pu avant de quitter le Carnatic. Mais après une journée de promenade, il se sentit l'estomac très creux. Il avait bien remarqué que moutons, chèvres ou porcs manquaient absolument aux étalages des bouchers indigènes, et comme il savait que c'est un sacrilège de tuer les bœufs, uniquement réservé aux besoins de l'agriculture, il en avait conclu que la viande était rare au Japon. Il ne se trompait pas, mais à défaut de viande de boucherie, son estomac se fût fort accommodé de quartiers, de sangliers ou de daims, des perdrix ou des cailles, de la volaille ou du poisson, dont les Japonais se nourrissent presque exclusivement avec les produits des rizières. Mais il dut faire contre-fortune bon cœur et remit au lendemain le soin de pourvoir à sa nourriture. La nuit vint, Passepartout rentra dans la ville indigène et il erra dans les rues au milieu des lanternes multicolores, regardant les groupes de baladins exécuter leurs vestigieux exercices et les astrologues en plein vent qui amassaient la foule autour de leurs lunettes. Puis il revit la rade, émaillée des feux de pêcheurs qui attiraient le poisson à la lueur des résines enflammées. Enfin, les rues se dépeuplèrent. À la foule succédèrent les rondes des yakunines. Ces officiers, dans leurs magnifiques costumes et au milieu de leur suite, ressemblaient à des ambassadeurs, et Passepartout répétait plaisamment chaque fois qu'il rencontrait quelque patrouille éblouissante. « Allons bon, encore une ambassade japonaise qui part pour l'Europe. » Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à 18 h pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Bye bye!